Bonsoir, et bonjour plutôt. Bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. Le film d'aujourd'hui, c'est pas un seul film. Et oui, j'ai choisi encore une fois de faire un épisode un peu particulier. Décidément, je me lâche, il faudrait que je me calme un peu, je revienne à des critiques de films uniques. Je vais y revenir, vous inquiétez pas, je suis en train de me calmer. Là, j'ai beaucoup d'autres choses à faire, donc je vais me calmer. Mais pour aujourd'hui, encore une fois, ce sera Death Note. Et puis, j'ai pas choisi seulement Death Note en soi, puisque je vais m'intéresser essentiellement aux films live. Donc les adaptations du manga et de l'anime en film avec des acteurs. Alors, petite histoire de Death Note. Death Note, c'est un manga puis un anime à fort succès de Tsugumu Oba au scénario et de Takeshi Obata au dessin. L'anime est venu donc juste après le manga. L'anime a été réalisé par Tezuro Araki et il a été adapté en scénario par Toshiki Inoue. Je n'ai pas lu le manga, j'ai découvert par l'anime. Je vous fais le pitch rapido. Light Yagami est un excellent étudiant qui a tout: beauté, charisme, force et bien sûr une intelligence largement au-dessus de la moyenne. Mais du coup, il s'ennuie. Le monde l'ennuie. Un jour, il tombe, ou plutôt on fait tomber sur lui, un cahier étrange qui indique que celui dont le nom est écrit dans ce cahier meurt aussitôt. À quelques conditions cependant. Il faut connaître le visage de celui que l'on veut tuer et son nom complet. Ce cahier surnaturel a été déposé sur le chemin de Light par un Shinigami, un dieu de la mort à l'aspect improbable que seul Light peut voir car il est le possesseur du cahier. D'ailleurs, tous les autres dieux de la mort, les Shinigami, tuent les humains quand l'heure est venue à l'aide de ces fameux cahiers, les Death Note. Light teste le cahier sur un criminel qu'il voit à la télé et évidemment ça marche. Sinon il n'y aurait pas d'histoire quoi. Mais il se trouve que Light a un plus grand projet. Il veut arrêter la criminalité dans le monde entier et donc se met à tuer tous les criminels sous le nom d'un dieu étrange, Kira. Le succès est au rendez-vous pendant un moment. Kira fait baisser la criminalité, les gens sont terrifiés, surtout les criminels. Et la police bien sûr est impuissante à trouver qui arrive à tuer à distance comme ça, sans laisser la moindre preuve ni le moindre entre guillemets indice. Et puis un jour, aux informations, un certain détective provoque Light, et donc Kira, en l'insultant. Il dit grosso modo que Kira est un usurpateur, un faux dieu, et que bientôt, il le mettra en prison. Vexé, Light écrit son nom dans le Death Note et le tue en direct. Apparaît alors sur l'écran de télé un grand L à l'écran de télévision. Une voix cryptée, qui dit s'appeler L, informe alors Light de deux choses. Grand 1, elle a la certitude que Kira peut réellement tuer à distance. Mais il ne fait donc aucun doute que Kira est humain, puisqu'il a réagi à ce qu'il se passait à la télévision. Et grand 2, la retransmission n'était pas en direct international comme indiqué, mais était diffusée essentiellement sur la région de Tokyo. Il ne fait donc aucun doute que Kira vit dans la région de Tokyo. Un chassé-croisé mental diabolique commence alors entre Kira et elle. Je ne veux pas spoiler plus, mais j'espère vous avoir fait comprendre un point essentiel, c'est c'est une série tout à fait maligne. L'intrigue est vraiment bien ficelée autour d'un jeu du chat et de la souris. Elle essaye de débusquer elle essaye de débusquer Light, Kira, pendant que Light, Kira, essaye de tuer elle. Elle découvre petit à petit comment Kira tue, quelle technique il utilise, tandis que Light essaie de découvrir petit à petit déjà le visage de elle, et bien sûr son vrai nom pour pouvoir l'inscrire dans le Death Note et le tuer. La base est simple, mais ça donne lieu à une enquête et à des scènes de tension vraiment très réussies. C'est très intéressant de voir comment Light arrive à obtenir le nom notamment des personnes qui menacent son projet, ou encore comment elle se rapproche à chaque élément que Light fait surgir inconsciemment dans l'enquête de Kira, quoi. Pour faire court, si on a des personnages intelligents dans une intrigue intelligente, ça donne une série intelligente. C'est une série qui respecte très bien ses propres règles, mais surtout elle pousse ses règles dans leurs dernières limites. Je donne un exemple. Elle et les membres de la police sont dans une équipe anti-Kira, entre guillemets, spécialement fondée, et ils cachent leur vrai nom pour empêcher Kira de pouvoir les tuer,
puisqu'il a besoin d'avoir leur vrai nom pour pouvoir les écrire dans le Death Note. Light ne peut donc plus tuer les membres de l'équipe anti-Kira sans créer un soupçon envers lui, parce que son père policier est membre de l'équipe anti-Kira. Donc il y aurait la possibilité de remonter jusqu'à lui, puisqu'il n'y a que les membres de l'équipe qui connaissent les noms des membres de l'équipe. Et comme elle soupçonne déjà Light depuis le début, grosso modo, parce qu'il est très 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 intelligent et qu'il vit à Tokyo et que son père a accès aux fichiers, que par l'intermédiaire de son père il a accès aux fichiers des criminels avec une photo et donc un nom. Vous comprenez le délire, quoi. Il peut pas se permettre de tuer n'importe qui, n'importe comment. Et c'est là où la série devient vraiment retorse et complexe. Comment il arrive à malgré tout, bien sûr, tuer petit à petit ses poursuivants, et ce qui va arriver à un moment donné à avoir elle, parce que elle est diablement malin, diablement intelligent. Le moindre élément que Kira, que Light lâche comme nouvel élément de réflexion fait tout de suite avancer elle dans de nouvelles théories, souvent très justes. Parce qu'il a une sorte de logique comme ça qui est assez implacable. Enfin, vous avez compris, quoi. C'est vraiment une série retorse. Et à chaque nouveau élément, cet élément est poussé à son tour dans ses derniers retranchements scénaristiques. Autre exemple, pour encore enfoncer le clou, pour que vous ayez bien compris l'idée, sinon après, la review que je risque de faire, si vous ne connaissez pas Death Note, va vous paraître un peu nébuleuse. Il y a un outil, par exemple, qu'on peut avoir au bout d'un moment quand on possède le Death Note. Alors attention, évidemment, il y a une forte part de science-fiction, mais j'insiste, c'est pas la part de science-fiction qui règle l'intrigue, et c'est ça qui est très intéressant. Notamment parce que chaque pouvoir, chaque nouvelle chose a des règles et des limites et des éléments qui contraignent le possesseur du Death Note. Il y a par exemple la possibilité, le possesseur du Death Note peut échanger avec le Shinigami ses yeux de démon pour voir directement sur la tête des gens leur vrai nom, tout simplement. Donc du coup il voit leur vrai nom, il voit leur visage, il a juste à les voir une fois et puis il peut les tuer tout de suite en marquant leur nom dans le Death Note. Et du coup c'est très intéressant de voir comment elle réussit à comprendre que Kira peut voir leur nom juste en les regardant, et comment il va faire pour notamment protéger les membres de son équipe et lui-même de Kira. Je veux pas spoiler, je m'arrête là, mais c'est pour donner un exemple. C'est un élément qui aurait pu être complètement cosmétique et un peu fantastique comme ça, et qui devient en fait tout à fait intéressant parce qu'il y a quelqu'un d'intelligent en face qui sait s'en protéger et pousser donc Kira à aller encore plus loin, et ainsi de suite. Tout ça pour dire, c'est une excellente série policière. Et je dirais même qu'elle est au niveau des très très bonnes séries policières. Je la mets vraiment assez tranquillement au niveau d'une série comme True Detective, à quelques nuances près. Alors, ces quelques nuances, c'est des bémols en fait, parce que je trouve que c'est une série qui fonctionne très bien. Mais ça reste une série animée, ça reste un manga, et elle a donc un peu les défauts, j'ai envie de dire, des mangas. Déjà, au niveau sonore et visuel, c'est parfois un peu grossier, c'est parfois un peu grandiloquent dans la mise en scène. Ça enlève du coup une part de vraisemblance, et puis en même ça a les limites aussi du style manga, c'est-à-dire qu'il y a une grandiloquence par moment qui est un peu la grandiloquence, on va dire, de l'adolescence jeune, quoi. C'est parfois un peu too much. Genre, vous voyez les effets dont je parle, c'est genre, mais j'avais compris que... Vous voyez le genre de délire, quoi. Donc, faut quand même le manger, ça, un petit peu, quoi. Et c'est vrai que ça peut être une vraie limite pour la perception de la série. Et ensuite, il y a un autre élément qui vient aussi du manga et qui est dans l'anime, c'est que ce sont des personnages de manga. L'un des gros défauts, c'est que Light et elle sont grosso modo parfaits. C'est lourdingue parce qu'ils sont beaux, ils sont charismatiques, ils sont même sportifs, c'est-à-dire qu'il y a un moment d'une séquence de la série où ils jouent un match de tennis ensemble, enfin, et évidemment c'est les meilleurs dans leur lycée, enfin vous voyez le délire, quoi, c'est beaucoup trop, quoi. Et malheureusement ça enlève beaucoup de vraisemblance et ça alourdit les rapports entre les personnages, puisque ça les met au-dessus du lot, ça les rend assez invraisemblables, et du coup ça enlève un petit peu de la qualité, de la logique de la série, parce qu'ils ont en contrario de ça, ils ont une intelligence qui est vraiment palpable. Personnellement, j'ai pas analysé la série en détail, point par point, mais il me semblait pas qu'il y ait de gros éléments ou de gros trous dans la logique qu'expose en général elle, ou pour découvrir des choses, et Light pour le contrecarrer. Mais heureusement, malgré ce que je viens de dire, l'intrigue, je trouve, donc, est très très bien ficelée, et elle emporte l'attention et l'attention. Même si effectivement la deuxième grande partie, je ne spoile pas, de l'intrigue
est un peu moins réussi, parce qu'il y a eu un gros choix à un moment donné, et la série ne s'en est pas vraiment relevée. Mais de mon point de vue, ça fonctionne vraiment très bien. Pour une trentaine d'épisodes de 26 minutes. C'est vraiment une série excellente. Je la trouve facile à regarder. Et elle est très bien regardée en VO et en VF. Même la VF qui est de qualité. Je vous mets en lien d'ailleurs une analyse très intéressante de la VF de Death Note faite par une chaîne que j'aime beaucoup, ça s'appelle la chaîne de Mr. Fox. Il a fait un épisode sur le doublage de Death Note, hein. Donc je vous mettrai en lien dans la description l'épisode de Parle en VF et je vous conseille de le mater. C'est aussi une très bonne présentation de Death Note, c'est très intéressant. Death Note a donc été un énorme succès au Japon. Et comme tous les énormes succès, il a eu des adaptations. Pour vous donner une échelle d'idée, au Japon, grosso modo, il y a une sorte de cycle. D'abord, c'est un manga ou un animé, mais en général, c'est plutôt un manga qui devient un animé télé, puisqu'on sait que voilà, ça cartonne en manga, ça cartonne en animé. Puisque ça a cartonné en animé, on va en faire un long métrage animé pour le cinéma. Puis comme ça cartonne toujours en long métrage animé de cinéma, on va faire un film live de cinéma. Et si ça continue, on peut même avoir des comédies musicales, des pièces de théâtre, et ainsi de suite, voire des romans. Grosso modo, au Japon, ils traient la vache, quoi. Quand ils ont un filon, wow, ils la poussent à mort, quoi. La petitesse du pays et donc le côté réduit du marché audiovisuel, entre guillemets, peut expliquer ça en quelque sorte. Mais bon, comme c'est un des pays les plus riches du monde, je pense que c'est plutôt une démarche tout à fait capitalisante, ou capitaliste tout court, quoi. Du coup, personnellement, quand j'ai entendu parler d'une adaptation de Death Note par Netflix, déjà, j'ai voulu voir les 2 films live japonais dont j'avais entendu parler à l'époque, parce que j'étais curieux et que je voulais pas rester sur le préjugé que j'ai sur les films live japonais. Et du coup, j'ai commencé à chercher un petit peu des infos sur Death Note, et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas 2 films japonais, mais il y en avait 4. Du coup, plus le film américain, ça en faisait 5, mais bon, je les ai tous vus. Et donc je vais vous en parler, il n'y a pas de raison que vous passiez à côté, hein. Non, je vais vous en parler surtout évidemment parce que je trouve que c'est très intéressant. Donc la première adaptation live au Japon a eu lieu au Japon, et elle s'est faite sous forme de 2 films. Le premier s'appelait Death Note et le deuxième s'appelait Death Note The Last Name. Ça a été réalisé par Shusuke Kaneko, réalisateur qui a notamment réalisé Azumi 2. Alors je vous passe les détails, mais Azumi c'était l'adaptation d'un autre manga de samouraï. Manga complètement hardcore qui commençait par des jeunes gamins qu'on formait à devenir des samouraïs, des ronins, et qui étaient donc élevés en binôme pendant toute leur enfance, et le dernier grand test de leur adolescence pour devenir des tueurs samouraïs, c'est de tuer leur binôme, quoi. Donc c'est un truc complètement hardcore qui arrivait d'un seul coup comme ça, c'était assez bien foutu. Le film était du coup assez fun parce qu'il avait plutôt bien géré ça, notamment donc dans Azumi 1. Sans compter que les séquences de combat étaient plutôt nerveuses avec des jeunes acteurs. Et Azumi 2, je m'en souviens essentiellement parce que le film fait référence très fortement à un excellent animé qui s'appelle Ninja Scroll, qui est un manga fantastique absolument de science-fiction assez génial. On suit l'histoire d'un samouraï qui doit affronter notamment les 8 démons de Kimon, qui sont des mecs avec des capacités complètement dingues. Il y en a un qui disparaît dans les ombres, il y en a un autre qui a une peau en pierre, il a une ruche de guêpes sur le dos, une meuf qui utilise sa peau comme un serpent, une sorte de peau de combat. Enfin, je sais, ça a l'air complètement débile. Ninja Scroll, c'est excellent. C'est un excellent film d'animation d'1h20, petit chef-d'œuvre que je vous conseille de voir si vous l'avez jamais vu. Et donc dans Azumi 2, Shusuke Kaneko, il faisait référence à plusieurs moments. Du coup, c'était un film assez rigolo à voir une fois. C'était pas un chef-d'œuvre, loin de là, hein, mais il y avait un petit côté fun à faire référence à l'excellent film qui était Ninja Scroll. Bref, c'est des références dans les références dans les références. Je vous conseille simplement de mater éventuellement Azumi 1 si vous voulez un film qui a les défauts d'une adaptation live, mais qui est pas mal, honnêtement, notamment parce que le scénario est hardcore. Et Ninja Scroll, c'est... Azumi 2, vous pouvez passer à côté, mais Ninja Scroll, c'est waouh, quel film d'animation, quoi. Bref, je ferai peut-être une review de toute façon, me connaissant. Alors déjà, la première chose qui nous saute aux yeux quand on voit les 2 films, je vais en parler ensemble, du film 1 et du film 2, tout simplement parce que l'un est la première partie du deuxième, et que ils sont complètement l'un dans l'autre. Je pense qu'on peut pas dire la chose autrement. Déjà, ça ressemble pas à des films. On dirait plutôt des téléfilms.
il y a la lumière et il y a une grosse économie sur les décors qui fait que tout ça fait très série télé, quoi. Euh, on a l'impression d'un film produit très très vite. La série, et je pense que c'est le cas, hein, puisque la série, je crois, c'est fini à la télé en 2004 ou 2005, peut-être même 2006. Et le premier film est sorti, les deux films ont été diffusés en 2006, le premier film est sorti en juin et le deuxième en novembre. Donc vous voyez, ça allait très très vite après la fin de la série. Euh, et il y a comment dire, la lumière fait vraiment studio. Il y a un petit côté comme ça, lumière orange écrasante qui vient du dessus. Pour les vieux, si vous vous souvenez des séries télé comme Commissaire Moulin, même un peu Navarro, Julie Lescaut, tout ça, quand ils sont dans leur commissariat, je tourne ça dans des studios, on voit vraiment que c'est du carton. Il y a une lumière de dessus qui est hyper forte comme ça, qui est très très laide. Jusqu'au milieu des années 90, après ils ont commencé vraiment à se dire que ça commençait à craindre. Et ben on a un peu cette impression-là. J'exagère un peu parce que c'est quand même un peu plus léché que ça. Mais on a grosso modo une lumière très écrasante, du coup qui trahit le fait que les décors sont très cheap, que tout est très comme ça pauvre visuellement. C'est un peu sauvé par une mise en scène qui est très scolaire et appliquée. Je trouve pas qu'il y ait quelque chose de marquant dans cette mise en scène. C'est presque froid et minimaliste comparé aux enjeux, donc du coup c'est pas si mal. Mais en fait non, je pense vraiment que c'est juste une question de manque de moyens et grosso modo d'ambition sur le projet. Hein. C'est vraiment l'adaptation live classique à la japonaise. On prend des acteurs un peu connus, j'en parlerai après, et on fait une adaptation très très vite d'un manga qui a très bien marché, ça va cartonner, basta quoi. Malgré tout, pour l'époque 2006, c'était un projet complexe. Déjà, dans la série, comme je vous l'ai dit, il y a des dieux de la mort qui interagissent avec les personnages, notamment Ryuk, c'est le nom du Shinigami, du dieu de la mort, avec lequel Light agit régulièrement, donc Kira. Il faut bien comprendre que dans le dessin animé, il a un look improbable. C'est genre Michael Jackson en grand, blanc, il est blanc plâtre, avec des grands yeux perles noirs, des lèvres violettes, armé de dents pointues et des grandes ailes dans le dos. Et en plus, il lévite, donc c'est vraiment difficile d'intégrer un personnage comme ça dans un monde réel. Et ben figurez-vous que malgré tout ce que je viens de dire sur les moyens de la série, et ben ça fonctionne vraiment très bien, ça a très bien vieilli. Ryuk, qui est donc le seul, grosso modo l'un des seuls Shinigami qu'on voit dans les deux films, avec Rem, mais on voit beaucoup plus Ryuk, je trouve qu'il est vraiment bien intégré, il est constamment organique. Les interactions qu'il a avec Light sont crédibles. En plus, il a un côté étrange comme ça, mais pas menaçant, qui correspond vraiment bien au dessin animé. On dirait juste un spectateur aux motivations vraiment étranges et assez indiscernables. Et du coup, là, pour le coup, la technique, le côté lumière de téléfilm, je pense que c'était aussi lié au fait que ça leur a facilité le travail, plutôt que d'avoir des lumières mouvantes et beaucoup de complexité dans la composition du personnage, notamment dans sa 3D. Tu mets une lumière écrasante, modérée, globale, et du coup, de plan à plan, la modélisation du personnage n'est pas compliquée, il a juste besoin d'avoir un ton, le ton correct de lumière pour s'adapter. Je caricature parce que c'est plus complexe que ça, mais je pense vraiment que ça leur a aidé à intégrer le personnage numérique avec les acteurs. Et même si c'est pas forcément le cas, ce que je peux dire, c'est que ça fonctionne. La deuxième chose de cette mise en scène très pauvre au final, c'est qu'elle laisse beaucoup de place à l'intrigue et au chassé-croisé mental, qui est l'identité de Death Note. Et à ce niveau-là, je dirais que c'est réussi à moitié. L'adaptation, évidemment, raccourcit plutôt bien l'intrigue, puisque c'est deux films de, grosso modo, 2 heures. Je crois un peu moins. 1h40, 2 heures chacun. Elle prend des distances, cette intrigue, notamment plutôt intéressante, notamment une des différences très fortes, c'est que Light a une petite copine dans le film, alors que dans le manga et dans l'anime, il n'en a pas. Ce qui fait que dans le film, Light est un peu plus humain. Ses émotions sont plus floues. Il y a même un moment donné où il dit même qu'il ne sait pas s'il était amoureux de cette fille-là. Enfin, il y a un côté comme ça qui est pas mal, qui est plus complexe que dans le manga, parce que dans le manga, il n'y a aucun doute. Light est froid, et au bout du 5e, 6e épisode, il fait des trucs tellement dégueulasses que tu as compris que c'est un gros sadique, et que voilà, quoi, le mec, il est sans détour. Il n'y a pas de nuance, c'est pas l'intérêt de la série, d'une certaine manière. C'est un peu une originalité du film, si on veut, mais ça dérange pas l'intrigue policière. C'est juste une autre version du personnage, et pour le coup c'est plutôt bien adapté.
en plus, le scénario, globalement, est plutôt bien ficelé, il est plutôt bien adapté. Le chassé-croisé entre Light et elle est bien foutu sur le scénario. Encore une fois, la mise en scène est hyper scolaire, elle est ralentie. Elle étire parfois artificiellement les scènes. Je trouve qu'il y a des dialogues qui respirent un peu trop. Je trouve que c'est un peu tout ça, c'est un peu grandiloquent pour le peu de moyens mis dans la mise en scène, peu d'ambition. Du coup, parfois, c'est vraiment lent. Le film, il aurait vraiment été meilleur avec, je pense, une demi-heure en moins, le 1 et le 2. Donc Death Note et Death Note The Last Name auraient vraiment été meilleurs, je pense, avec une bonne demi-heure de moins chacun. Mais en même temps, c'est les défauts des... Il y a un autre défaut qui me pose vraiment problème, qui est récurrent dans les adaptations live, donc avec des acteurs des mangas ou des animés japonais, c'est cette tendance qu'ils ont à vouloir coller au physique et aux mimiques du personnage de dessin animé. Je caricature à peine en disant que c'est un peu le cancer des adaptations live des mangas par les japonais. C'est vraiment, ils essaient beaucoup trop de coller, ça manque de modération, ça manque de mesure. Du coup, prenons l'exemple de Light. Light fonctionne plutôt bien parce que le personnage du manga est plutôt sobre, même si parfois il a un visage de démon et le film heureusement évite ça en faisant des gros effets comme ça. Bon, en même temps, avec si peu de mise en scène et si peu d'effets dans les lumières, on a compris que ça allait pas lui faire une gueule rouge comme il a parfois dans le manga et ce genre de choses, quoi. Par contre, sur elle, c'est beaucoup plus discutable. Le personnage est toujours pieds nus, ok, comme dans le manga, ok. Il a un côté asocial, mais vrai comme dans le manga, c'est pas mal, ça fonctionne plutôt bien. Il a toujours le dos courbé, déjà c'est plus bizarre, mais imaginons, il est coincé, c'est un cérébral, bon. Il dort jamais, donc il est cerné, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut faire un bon maquillage. Surtout quand on a des lumières moches, ou des lumières de téléfilm un peu ternes. Du coup, il y a une sorte de trait constamment d'eyeliner sous les yeux noirs comme ça. Ça ressemble au personnage du manga, mais c'est absolument irréaliste. On dirait pas des cernes, quoi. Donc déjà, il y a ce premier truc qui fait que régulièrement, quand il est à l'écran, on a l'impression que c'est un mec qui se maquille, ce qui n'était pas du tout le but recherché. C'était déjà un élément, je trouve, qui est assez désagréable. Et c'est même pas qu'on veut y prêter attention, c'est parce que c'est trop présent à l'image. Il mange des sucreries tout le temps parce que son cerveau a besoin de sucre, c'est un truc qui se passe dans le manga et dans l'animé, et je trouve que c'est beaucoup plus chaud dans un film. Ça fait naïf, ça fait invraisemblable. Après, bon, je le comprends, derrière il y a un fantasme de gosse de très bas âge, hein, c'est-à-dire manger que du sucre et être athlétique, intelligent, etc. malgré tout. Mais je trouve que c'est une mauvaise idée dans le film live parce que ça trahit le côté adaptation live, justement. Ça ne devient pas vivant. C'est des acteurs qui veulent faire manga. Et je trouve que c'est vraiment une des difficultés de l'adaptation live. Il faut être un film, pas une adaptation de manga. Si on est une adaptation de manga, c'est foutu. On n'arrive pas à croire à l'histoire. Et je trouve que c'est une erreur régulière au Japon. Hein. Ils visent les fans, ils font vraiment du fan service. Là, vous voyez les dates de sortie, quoi. Le manga était juste terminé, qu'ils ont sorti les films tout de suite pour capitaliser dessus, quitte à avoir un film très pauvre. Et je trouve que ça handicape quasiment toutes les adaptations live. Ici, on est vraiment à la frontière de la caricature concernant elle. Et je vous raconte même pas comment ils ont repris exactement la gestuelle du manga sans aucune modération, quoi. Je vous explique un élément, c'est que quand par exemple il tape à l'ordinateur, bien qu'il soit très intelligent, il a besoin de lever les mains jusqu'à au-dessus de sa tête et de descendre comme ça avec un doigt. L'index de la main droite puis l'index de la main gauche, il tape une touche après l'autre comme ça en faisant une sorte de singe, quoi. Alors dans le manga ça passe, dans l'anime ça passe, parce que c'est un personnage d'anime, on peut utiliser une animation très exagérée pour simuler quelque chose de l'ordre comment dire, il est très intelligent mais en même temps gauche dans un truc qui a l'air très simple. Peut-être que c'est même une manière de montrer un peu qu'il est un peu derrière Light, qui malgré toute son intelligence est complètement contenu en quelque sorte et qui arrive à respecter des conventions sociales aussi simples que d'avoir les mains au-dessus du clavier et de taper vite. Mais quand tu mets un geste comme ça dans un film, ça trahit encore une fois que c'est une adaptation de manga, ça rend le personnage stupide et même un peu, oui, gauche, c'est vraiment pas malin et ça rend les choses invraisemblables. Heureusement, bien que je sois très critique, l'intrigue reprend bien les éléments du manga et l'histoire est intéressante, avec une fin différente du manga et de l'anime, mais je trouve qu'il respecte vraiment, vraiment bien les règles du manga et de l'anime. C'est une fin maligne, comme le manga,
même si la mise en scène reste sans panache du début à la fin. En gros, je dirais que c'est une bonne adaptation parce qu'elle respecte plutôt bien l'esprit du manga, mais c'est aussi une mauvaise adaptation parce qu'elle reste trop proche du visuel en quelque sorte du manga. Et donc, après ces films qui ont, je crois, plus ou moins bien marché, j'ai pas réussi à trouver les chiffres précis sur internet, alors j'ai mal cherché peut-être, mais ça a plus ou moins bien marché sur la réussite du manga. On a eu droit donc à un troisième film qui est sorti 2 ans après, qui s'appelle Elle Changed the World, et qui a été réalisé par Hideo Nakata. Alors Hideo Nakata, c'est pas un inconnu, loin de là, c'est le réalisateur notamment des 2 films de peur The Ring 1 et 2, que j'ai jamais vu, ça a jamais été mon truc, mais qui sont a priori très bien. Moi j'avais surtout vu Darkwater de lui, l'histoire d'une mère comme ça qui vit avec sa mère, avec sa fille, plutôt dans un immeuble, sa petite fille, et qui a des problèmes d'infiltration d'eau, je crois, ça commence comme ça. Je vous le conseille, je trouve que c'est un film qui m'était resté en tête, il faudrait que je le revoie. Peut-être qu'il a vieilli, mais j'avais beaucoup aimé, c'était un film de peur comme ça, très subtil, j'avais beaucoup aimé. En tout cas, c'était bien fait, je m'en souviens pas très bien, mais j'avais bien aimé. Même si je suis pas un archi fan de Hideo Nakata, que ça m'avait pas forcément donné envie de mater The Ring ou d'autres films de mecs. Mais je trouvais que c'était un bon film, c'était un beau film, en quelque sorte. Mais là, je vous dis tout de suite, il y a eu un problème dans le potage, hein, ça s'est pas bien passé là. Alors, sans vouloir spoiler trop, je sais c'est un tout petit spoil, mais le film est basé sur ce que fait elle juste après ou pendant, grosso modo, son enquête sur les Death Note. Je vous conseille quand même de voir le film, si vous voulez voir ce troisième film, Elle Changed the World, de voir d'abord bien sûr Death Note et Death Note The Last Name, puisque c'est des films qui sont liés, c'est une suite. Elle Changed the World, faut que je apprenne à articuler, est un scénario original qui donnera ensuite lieu à un roman. Je vous ai dit, hein, quand on peut traire la vache, on y va à mort. On enlève jusqu'à la dernière goutte. C'est un film qui a les mêmes défauts pour aller vite que les films Death Note. Il y a toujours cette fameuse mise en scène lente et cette lumière de studio écrasante. Et alors là, ça respire encore plus et encore beaucoup trop. Elle est le personnage principal, donc autant vous dire qu'ils n'ont pas du tout modéré son côté adapté du manga. Hein. Donc ça devient vachement chaud de le rendre crédible. Mais ce qui est le pire, c'est que là, pour le coup, le scénario, il est risible. On va de cliché en cliché. Les méchants terroristes extrémistes sans épaisseur. Elle qui résout une intrigue de CP. Vraiment. Hein. Des personnages secondaires à baffer, hein, mention spéciale au futur perso du film numéro 4. Il y a grosso modo un gosse dans celui-là. C'est juste pas possible. Le casting a été complètement foiré aussi. Puisque il y a un petit garçon et une petite fille. Le petit garçon l'a baffé. La petite fille est insupportable. Et pourtant, c'était basé sur une idée intéressante. Je spoil légèrement. Elle est supposée mourir dans 23 jours. Je vous dis pas pourquoi. Il a 23 jours, il est sûr qu'il va mourir. Et le film était donc un compte à rebours vers cette date. Donc ça peut mettre une tension en place. Ça peut être assez génial. Vous voyez, il manque de temps. Il est, pourchassé. Il sait qu'il a 23 jours pour résoudre cette fameuse affaire très dangereuse de produits toxiques extrêmement dangereux d'un groupe terroriste qui veut les envoyer sur toute la Terre pour réduire l'humanité et redonner la place à la nature. Oui, un côté extrémiste con, mais bon, pourquoi pas. Ça peut mettre une tension de fou. Le mec, il n'y a que lui qui peut les arrêter et il a que 23 jours devant lui, quoi. Pour un complot international, ça pourrait être vachement bien. Le problème, c'est que le film l'exploite très mal. Mais alors très mal. Ça, il le joue genre pas du tout. Ça n'a aucune incidence réelle. Le fait qu'il va mourir à la fin n'a aucun intérêt sur l'intrigue. J'insiste, mais vraiment aucun. Et le pire, c'est que le film est très honnête dès le départ. Il ne laisse quasiment aucun doute sur le fait que ça n'aura aucune importance. Et en plus, quand le film veut choquer, mais alors là, on rit, quoi. C'est triste de le dire, mais on rit. Il y a une séquence qui est supposée être hardcore, où je vous passe les détails. Le père d'une jeune fille meurt sous les yeux de la jeune fille. Et là, mais je sais pas ce qu'il a foutu Hideo Nakata, mais je sais pas, il a vieilli, j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est à mourir de rire. Le mec s'injecte un poison, il commence à mourir. On a tout, c'est-à-dire qu'il met le truc, il commence à jouer. De plan en plan, il a de plus en plus de boutons et de trucs, genre, il est de plus en plus malade. Mais en fait, il meurt une première fois, puis il se relève, il tape contre la vitre. Vous voyez ce que je veux dire, en s'agitant, en gigotant, mais... Je dis même pas que l'acteur est mauvais, la réalisation est mauvaise, il laisse le mec à l'écran alors que ça fonctionne pas du tout.
En plus, on a les acteurs en face qui sont en train de le regarder, du genre, oh mon dieu, c'est choquant ce qui se passe. C'est avec une musique pompière qui en joue sur le tin, 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 tin. Et c'est hallucinant, je vous jure. Le film est mauvais, mais à un point, c'est juste impressionnant, quoi. Ce film est sorti 2 ans après les deux autres, et ils n'ont pas réussi à foutre une bonne intrigue. C'est assez incroyable, quoi. C'est rare que je dise ça, mais je trouve que c'est un film où il n'y a rien à sauver. Je trouve qu'il n'y a rien qui fonctionne. C'est rare, hein. J'aime pas dire ça d'un film parce qu'il y a toujours des gens derrière qui ont cru à quelque chose, mais là, ils se sont foirés dans les grandes largeurs. C'est assez incroyable. C'est un très mauvais téléfilm avec une très mauvaise adaptation de manga, puisque le chassé-croisé mental ne marche pas du tout. C'est juste impressionnant, quoi. C'est comme si ils avaient oublié c'était quoi le principe des Death Note. Donc mettre ce film dans la suite des Death Note est vraiment complètement à la masse. Et c'est mis en scène avec les pieds. C'est lourd, c'est long, c'est lent. Incroyable. Non mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi mauvais film, je suis obligé de le dire, quoi. Donc je vais pas m'apesantir plus. Et donc, toujours nos amis les japonais ont fait une suite dont j'avais pas du tout entendu parler et que j'ai donc découvert en faisant mes petites recherches, qui est sortie donc en 2016 au cinéma, qui s'appelle Death Note Light Up the New World, qui est réalisé par Shinsuke Sato. Je viens de me rendre compte d'un truc que j'avais carrément oublié. L'acteur principal qui jouait elle, donc Kira, dans les premières adaptations de Death Note, s'appelle Tatsuya Fujiwara. Et Tatsuya Fujiwara, c'est un acteur dont j'ai envie de vous parler 2 secondes. C'est l'acteur principal notamment des 2 films Battle Royale 1 et Battle Royale 2, Requiem. Et rien que pour Battle Royale 1, je devais dire qu'il joue dedans, qu'il joue le rôle grosso modo du personnage principal. Battle Royale, c'est un film extraordinaire, si vous avez l'occasion de le découvrir. C'est Hunger Games en mieux, pour faire court. En beaucoup mieux. C'est un film complètement hardcore, complètement baroque, mais qui fonctionne à un point assez formidable. Et c'était, je crois, l'avant-dernier film de Kenji Fukasaku, réalisateur extraordinaire sur lequel je reviendrai quand je vous parlerai de Battle Royale de toute façon. Donc voilà, je reviendrai dessus. Et Tatsuya Fujiwara joue le rôle principal, et c'est probablement sous le charisme qu'on lui avait trouvé dans Battle Royale 1 et 2. Charisme indiscutable, je trouve, pour un jeune japonais, qu'il avait été donc casté pour jouer le rôle de L, rôle dans lequel il est vraiment bien, il joue très bien. La mise en scène est très sobre, encore une fois, donc c'est difficile de juger son jeu, mais je trouve que lui, il est bien de A à Z, vraiment. Il fait son rôle à 100%, et c'est en plus un acteur qu'on voit pas souvent. J'ai pas vu dans beaucoup de choses ensuite que j'ai pu revoir ou qui était intéressant a priori. Détrompez-moi si vous le connaissez, hein, mais vraiment, pour le coup, je serais curieux de voir d'autres trucs avec ce mec. Je trouve qu'il est vraiment bon et qu'il vieillit plutôt bien, puisque entre Battle Royale et Death Note, il y avait déjà 4 ou 5 ans, et qu'ensuite il a pas refait grand chose, quoi. Et en plus, il fait une petite apparition dans Death Note Light Up the New World, donc le 4e film de 2007 réalisé par Shinsuke Sato, comme je vous le disais avant. Alors déjà, c'est un projet ambitieux, Light Up the New World, puisque il est introduit par 3 mini-films, une mini-série de 3 films de 20 minutes qui présentaient chacun un des personnages principaux, les trois mecs qui allaient être vraiment les personnages principaux du film. Donc un épisode était concentré sur chaque personnage. Je les ai malheureusement pas vus, je les ai pas trouvés, mais j'ai lu le plot, et donc c'était une présentation des 3 personnages. C'était donc vraiment des introductions au film, c'était comme des sortes de préambules. Je trouve que c'est un principe intéressant à l'ère du multimédia, et j'aurais vraiment aimé les voir, mais j'ai pas réussi à les trouver. Alors je suis peut-être un gland, mais vraiment je les ai pas trouvés. Le film suit donc. J'ai donc vu le film sans ça, et je vais vous en parler sans ça. Si vous les avez vus et que vous souhaitez ajouter des éléments, n'hésitez pas à m'en faire part, je trouve ça très intéressant. Et puis vous m'apprendrez des trucs, honnêtement. Le film suit donc directement les événements des 3 films Death Note, hein, donc du 3e. C'est donc une suite qui a été faite 10 ans après, et qui prend comme principe très intéressant de réellement se dérouler 10 ans après les événements de Death Note Change the World. Le pitch. Donc, il y a 6 Death Note, désormais, donc 6 cahiers de la mort, qui sont envoyés sur Terre par le dieu des dieux de la mort, parce qu'il a aimé l'action que Kira a fait et qu'il espère trouver un nouveau Kira. Il y a donc très vite de nouveaux crimes à la Kira qui ont lieu, et se reforme à nouveau au sein de la police japonaise
une fameuse task force avec l'aide d'un nouveau L qui se fait appeler Ryuzaki. Très vite, la task force a la certitude que l'un des possesseurs du cahier de la mort, qui se fait appeler Neo Kira en honneur de Kira, bien sûr, et qui cherche à faire la même chose que Kira, cherche à récupérer tous les cahiers afin d'achever l'œuvre de Kira originale, c'est-à-dire créer un dieu unique et omnipotent qui arrêterait le crime dans le monde. Je résume, c'est vraiment le début de l'intrigue, ça. Alors, dès le début, on voit tout de suite que c'est de l'image de cinéma. On a enfin un travail ambitieux dans la mise en scène. La majorité des scènes sont de nuit, avec souvent des scènes de foule, jouant sur la paranoïa pour savoir qui est Kira. Une scène notamment dès le début du film qui est assez classe, où on voit la task force policière courir comme ça, chercher à attraper Kira, alors que visiblement Kira est en train de tuer des gens à volo dans la rue, il les voit et puis il écrit leur nom. C'est des scènes qu'on a plusieurs fois dans le film, les membres de la task force noyés dans une grande population de monde, un centre commercial ou autre, et pourchassant Kira, donc vraiment des choses comme ça assez paranoïaques, angoissantes, ne sachant pas où est Kira et à qui ils doivent cacher leur visage ou pas. Plusieurs fois dans le film, la photographie joue vraiment sur l'accumulation de foule pour empêcher la task force d'attraper Kira comme ça. Je trouve que ça, c'est vraiment des séquences qui sont bien foutues, avec un suspense basé sur la surprise. Et en plus, quand c'est la nuit, il y a aussi des contrastes de lumière forts qui sont très bien foutus et qui accentuent cet effet comme ça de paranoïa, de voir mais pas voir exactement, caché dans l'ombre mais tout près. C'est vraiment une bonne idée de mise en scène. Le scénario est très sympa. Ici, le début est plus basé sur des poursuites. Je trouve que la présentation des personnages est relativement efficace. Et la deuxième partie et la troisième partie du film mixe vraiment bien l'action et la poursuite. Mais surtout aussi le chassé-croisé mental. On retrouve vraiment dans ce film-là l'identité de Death Note, le fait que les personnages se poursuivent d'abord et avant tout de manière mentale, avec de la logique. C'est grosso modo, j'ai trouvé bien écrit, voire très bien écrit. Le suspense c'est pas hyper tendu, mais c'est bien sympa. Et surtout la mise en scène est dynamique. Comme je disais, c'est souvent des poursuites et c'est vraiment dans la... quitte à avoir un chassé-croisé, un jeu du chat et de la souris, autant se chasser physiquement. Franchement, ça marche plutôt bien. Il y a vraiment du dynamique dans ce film. C'est un film qui se suit sans déplaisir. Je mettrai 2 petits bémols. Le premier, c'est que les 2 personnages principaux vraiment qui mènent l'enquête se détestent un peu bêtement au début. Alors, encore une fois, c'est peut-être dans les 3 courts-métrages que j'ai pas vus. Mais il y en a un qui est membre de la task force et l'autre, c'est le nouveau L, Ryuzaki. Et pendant les 30 premières minutes du film, grosso modo, ils se détestent, ils s'apprécient pas. Et je trouve que, moi perso, j'ai pas compris, quoi. Je trouvais que c'était vraiment forcé. Il y a un côté bizarre et maladroit dans ce choix-là. L'agent de police, il est très investi dans l'enquête et du coup, il n'aime pas elle quasiment dès le début. Visiblement, sous prétexte qu'elle est plus intelligente que lui, enfin, sinon je comprends pas. Et de l'autre côté, elle agit vraiment un peu, on comprend la référence au manga, les enquêteurs qui courent après, qui sont hyper intelligents et qui courent après Light, donc Kira, sont toujours un peu excentriques, et donc elle, ce fameux Ryuzaki a hérité de ça. Il a un petit côté comme ça, petit con, quoi. Il avance avec légèreté, il est jamais vraiment tendu, à part dans des moments X, sinon il est toujours un petit peu bizarre. Pour casser son visage, il porte un masque de mec avec une grosse bouche comme ça, des gros yeux, il y a un côté comme ça un petit peu guignol. En plus, il fait du coup un peu petit con, il explique rien à personne, donc voilà. Mais je trouve qu'il y a quand même s'il est assez antipathique, il y a quand même un antagonisme un peu forcé. Et je trouve que ça abaisse un peu leur relation. Et la partie finale notamment du film. Le deuxième bémol que j'ai, c'est à la fin. Alors je fais pas de spoiler, parce que c'est un film très récent et très sympa, ce serait dommage de spoiler. Mais à un moment donné, il y a un personnage qui est protégé du fait de mourir parce que son nom a été marqué dans un autre Death Note. Et grosso modo, quand on a déjà un nom marqué dans un Death Note, si quelqu'un a écrit notre nom dans un autre Death Note pour nous tuer, c'est trop tard. C'est le premier Death Note qui a raison. Et le premier Death Note, le plus loin, le plus grand délai avant de mourir, c'est genre 1 mois, je crois. Mais du coup, j'ai vraiment pas compris dans le film qui avait écrit son nom à lui dans un Death Note pour le protéger et quand. Vraiment, j'ai pas pigé. Je trouve que c'était pas très clair. Alors,
si vous avez vu le film et que vous pouvez m'expliquer, n'hésitez pas, envoyez-le moi en message privé parce que c'est un peu limite pour ceux qui l'ont pas vu, mais ça j'ai vraiment pas compris. Et personnellement pour moi ça a pas mal amoindri la partie finale parce que je trouvais que c'était un peu un twist un peu forcé et que je trouvais qu'il tombait là, j'ai vraiment pas compris d'où il venait quoi. Les dieux de la mort sont de nouveau présents dans ce film, les Shinigami, donc ils sont de nouveau des personnages en 3D, en synthèse, en interaction avec les acteurs, notamment Ryuk qui est nouveau là. Et c'est excellemment fait. C'est clair, il y a 10 ans qu'ils sont passés depuis 2006, et ça se voit. C'était déjà vraiment bien en 2006, mais alors là, c'est encore une fois organique et vraisemblable. Mais comme il y a les effets de lumière, c'est devenu beaucoup plus complexe, ça fonctionne encore mieux. C'est beaucoup plus beau à regarder aussi, tout simplement, objectivement parlant. Ça gagne en complexité, mais dans le bon sens. Je mettrai une mention spéciale à un dieu de la mort qui est grosso modo qui a des traits féminins, une sorte de grand criquet blanc comme ça, qui a un aspect fascinant et en plus il a une histoire vraiment bien écrite. C'est pas du tout au moment où je me disais que c'était un petit peu surfait cette histoire de Shinigami, de dieu de la mort dans celui-là, bah pas du tout. L'autre petit bémol scénaristique, un autre qui me vient à l'esprit là, et qui est lié au Shinigami, Ryu qui est proche donc de Neokira dans l'intrigue, et à un moment donné il aide physiquement, mais vraiment physiquement. Je rappelle qu'il n'y a que le possesseur du cahier qui peut voir le dieu de la mort qui est associé à ce cahier, et donc il n'y a que Neokira qui peut voir Ryuk. Donc à un moment donné il y a des flics qui attaquent Neokira, et Ryuk va physiquement au milieu d'eux, il ne le voit pas, il n'existe pas pour eux, et il arrive à leur enlever leur masque s'envole, du coup Neokira il voit leur visage et leur nom, et du coup il peut écrire, les tuer sur le coup. Ça donne lieu à une belle séquence puisqu'on voit les masques s'envoler comme ça sans aucune raison entre guillemets. Ou alors on voit à travers les yeux de Neokira Ryu qui danse au milieu de la brigade spéciale et qui leur enlève les masques et tout, et qui tu vois les mecs tomber après de crise cardiaque parce que leur nom est écrit dans le Death Note. Mais je trouve que c'est un peu un non-sens dans le scénario. Si Ryuk avait envie de l'aider, il aurait pu le faire bien avant, en donnant les noms de la Task Force par exemple, quitte à l'aider. Enfin, j'ai vraiment pas compris pourquoi il a laissé tout le chassé-croisé avoir lieu, c'est pour agir comme ça à la fin. Ça donne lieu à une belle séquence, mais ça contredit un petit peu le côté attentiste de Ryuk, qui est vraiment plus étrange que ça à la base. Là, il l'aide vraiment frontalement. Peut-être que parce qu'il se dit qu'il va quand même canner, mais en plus, il l'aide pas jusqu'au bout. C'est vraiment bizarre, quoi. Il l'aide un petit peu pour tuer des mecs, voilà. Puis après, il arrête. Enfin, j'ai pas trop compris l'intérêt, quoi. Ça donne lieu à une belle séquence, mais c'est pas logique concernant le personnage, vraiment. Franchement, c'est vraiment un bon film. C'est un film qui est fidèle à l'esprit de la série, avec de vraies bonnes idées. Par exemple, il y a un possesseur du Death Note dans le monde, un russe. Donc déjà, ça c'est cool, ça se passe vraiment dans différents pays qui utilisent le Death Note pour euthanasier les patients qui souffrent trop. Donc c'est vraiment un approfondissement de l'utilisation du Death Note qui est très intéressant. Il y a en parallèle de ça une utilisation juste et en quelque sorte esthétique du manga. C'est-à-dire que quitte à adapter, là c'est bien adapté, les Shinigami sont vraiment classe, j'insiste, Ryuk ou d'autres. Et en plus, il y a aussi cette intelligence de modérer les effets du manga quand c'est pas nécessaire et quand ils sont pas très intéressants. Le nouveau El Ryazaki tape aussi au clavier en levant les mains, mais il le fait plus de manière aussi clownesque que le L des précédents films. Il monte plus les mains juste au-dessus de sa tête, il monte juste un peu les mains, et puis on voit que voilà, il est apprêté dans ce geste. Mais c'est plus genre je monte le mot au-dessus de la tête comme un orang-outan, là, c'était vraiment stupide. Là ça le rend emprunté, mais avec la modération qu'il faut pour qu'il reste crédible. Les choix esthétiques sont bien générés. Il y a, comme je disais avant, l'omniprésence de la foule, le meurtre dans la foule mais dans l'anonymat, ça marche vraiment bien. La nuit comme leitmotiv du crime caché. Il y a aussi dans les décors un truc très classe, le bureau de la fameuse Task Force Anti-Kira, qui est composé essentiellement de murs en vitre. Donc en fait, on peut rien cacher, rien ne doit se cacher. Et en même temps, ils se disent pas leur nom, puisque ils se méfient que Kira soit l'un d'entre eux. Mais en même temps, c'est le meilleur endroit pour se cacher pour Kira. Si Kira fait partie de la Task Force, par définition, il est en vue des autres sans que les autres sachent qui il est. Donc voilà, il y a une sorte de... C'est un bureau qui singe la paranoïa et qui le fait vraiment très bien. Avec toutes ces plaques de verre, on dirait qu'il est à perte de vue. Et en plus, on a un scénario malin qui tente des choses.
Il y a des retours de personnages du manga, si je dis pas de bêtises. Oui, 2 notamment. Et c'est vraiment bien foutu. Et c'est réellement signifiant. Et ça donne lieu à de très bonnes séquences d'ailleurs dans les deux cas. En tout cas, une très bonne séquence et une bonne séquence. C'est vraiment une très très bonne adaptation. Ça c'est... Ils ont réussi leur coup. C'est un scénario original qui développe l'histoire originale et qui fonctionne très très bien parce qu'elle adapte beaucoup mieux l'état d'esprit que les deux premiers et c'est en plus un bon film. Celui-là, c'est une réussite. Pour moi, de mon point de vue, c'est assez indiscutable. Et donc, en 2012, est annoncée une adaptation de Death Note en version américaine. Le film, c'est un projet qui circule d'abord. Netflix achète les droits et veut donc le réaliser. Produire cette adaptation, hein, dans l'idée de faire les fameuses adaptations long métrage Netflix qui sont supportées sortir que sur le réseau Netflix. D'abord c'est Shane Black qui est associé au projet. Shane Black, hein, je vous en parlerai dans plein d'autres, mais bon, réalisateur d'Iron Man 3, du formidable Kiss Kiss Bang Bang, scénariste de L'Arme Fatale notamment, entre autres. Bref, putain de réalisateur dont je conseille tous les films d'ailleurs. Puis à Gus Van Sant, hein, encore une adaptation qui aurait été, je trouve, très intéressante, le fameux réalisateur notamment de l'extraordinaire Elephant, et de bien d'autres films complètement dingues comme Jerry, ou des films, Jerry qui est un film imbouffable, mais dont le principe est assez indiscutable, c'est le genre de film concept que tu peux pas regarder, mais que tu peux pas critiquer non plus, bon bref, je caricature, mais si vous connaissez pas Gus Van Sant, allez-y, hein, c'est juste excellent. Et finalement, le projet a atterri dans les mains de Adam Wingard. Alors, moi perso, j'ai pas vu de film de ce mec. Il a surtout fait des films de peur, et notamment le remake de Blair Witch que je voulais voir et que j'ai raté, donc je le materai. Puis, si ça vaut le coup d'en causer de mon point de vue, si j'ai des choses à vous dire notamment, je vous en parlerai. Et donc, il a fait beaucoup de films de genre, de peur notamment. C'est intéressant parce que, évidemment, le film est essentiellement la nuit, ce qui est déjà une bonne idée, hein. Avec un jeu de contraste, de lumière bien foutu. Hein. Notamment, on a beaucoup de scènes qui se passent dans la salle à manger de la maison de Light, avec une lumière centrale et des petites lumières pour contraster sur les visages et tout ça. C'est assez joli, c'est assez bien foutu. Et la première originalité, c'est que, et qui vient du passé d'Adam Wingard, de sa tendance à faire des films de peur, Ryuk, qui est dans ce film, est un démon de la mort. Dès la première apparition, on joue comme ça de sa voix dans l'ombre. On dirait vraiment un monstre, un démon tentateur tout de suite. Parce qu'en fait, mais en fait on va commencer par le départ. Je vais quand même vous dire le pitch de celui-là. Light Turner est un jeune très doué à l'école qui en pince pour la rebelle Mia. Mais malheureusement, tous les deux, ils se font agresser par le bully de l'école. Voilà. Et peu de temps avant, Light était tombé sur un cahier tombé du ciel, le fameux Death Note évidemment. En salle de retenue, les lumières s'éteignent de manière impromptue et tout part en Z dans la salle, les tables volent et ainsi de suite. Et apparaît alors une grande créature avec des pointes sur le dos, des yeux brillants, une bouche immense avec des dents pointues. Et ce démon, Ryuk, explique ce qu'est le Death Note à Light. Light teste le Death Note sur le bully qui est juste à l'extérieur à travers les vitres. Évidemment, ce bully meurt de manière archi-gore. Et d'ailleurs, c'est une des identités de ce film, c'est que les morts seront particulièrement gore. Il y a un côté, je caricature, destination finale, mais c'est plutôt vrai. Il se trouve que Light découvre ce pouvoir au moment où le criminel qui a tué la mère de Light, je crois par accident, est relâché, tout simplement parce qu'il a de l'argent, qu'il est mafieux, et ainsi de suite. Et donc, du coup, par colère, Light écrit le nom, colère froide, hein, écrit le nom de ce fameux criminel dans le cahier, et évidemment, il meurt. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il pourrait faire beaucoup de bien aux gens qui, comme lui, subissent des injustices, ou alors des membres de leur famille tués par des criminels, en utilisant le Death Note. Au même moment, pour impressionner Mia, il lui parle du Death Note. Elle adhère complètement au projet. Et il décide à deux qu'en tuant tous les criminels, il pourrait changer le monde en défendant les faibles contre tous les criminels.
Il commence à tuer beaucoup de criminels en utilisant le nom de Kira, vu que c'est un mot japonais, pour essayer de brouiller les pistes et de ne pas être repéré tout de suite. Il tue dans le monde entier grâce au Death Note, et très très vite une sorte de culte naît autour de Kira. La criminalité mondiale baisse très fortement, et les gens commencent même à vénérer ce fameux dieu qui les protège des criminels. Jusqu'au jour où un certain L provoque Kira devant les caméras du monde entier, et là bien sûr vous connaissez plus ou moins la suite. Sinon vous avez mal écouté la vidéo, et là je sais pas ce que je peux faire pour vous arriver à ce stade. Non, ne partez pas, hein. Déjà que j'ai 11 personnes qui écoutent, ce serait dommage que vous partiez. Donc déjà, l'histoire et le style du film sont sensiblement différents de la première version japonaise, mais aussi du dernier film japonais. Je vais m'expliquer. J'avais oublié de dire avant, dans les films notamment japonais, qu'il y a plein de règles d'utilisation du Death Note. Vraiment plein. Et l'un des alibis du manga, de l'anime, des films live, pour ne pas surcharger la série de nouvelles règles et de règles tout le temps, et que grosso modo il y a trop de règles et que ce serait trop long de toutes les connaître, donc la plupart des personnages ne les lisent pas toutes. En fait, c'est surtout évidemment une grosse ficelle, parce que vous vous doutez bien que si vous aviez un cahier magique comme ça entre les mains, vous liriez les règles jusqu'à la dernière lettre, à mon avis, hein, surtout quand il s'agit de tuer les gens, quoi. Et que comme dans le film américain, c'est un démon tentateur absolument obviously démoniaque qui vous le donnerait. Bon, bref. Non, c'est surtout vraiment un prétexte, une grosse ficelle scénaristique pour créer de nouvelles règles et inventer un peu ce qu'on veut pour relancer l'attention, quoi. Donc les films prennent un peu chacun ce qui les intéresse et ils accentuent ces règles et leur importance selon ce qu'ils veulent faire dans l'intrigue. C'est pas un problème quand ça fonctionne. Par exemple, dans les films japonais, on joue beaucoup avec la règle que le Death Note peut tuer au maximum 23 jours après que le nom est inscrit, pas plus. Donc par exemple, si t'écris le nom d'un mec dans le Death Note et tu dis il meurt l'année prochaine, dans un an il mourra, bah ça marchera pas. Alors que dans les films américains, on joue beaucoup plus sur les règles, notamment que le Death Note peut contrôler les actes de la personne jusqu'à 2 jours avant sa mort. Donc si on écrit qu'elle meurt dans 2 jours, on peut contrôler grosso modo ce qu'elle va faire pendant ces 2 jours. Ça permet notamment dans le film américain de faire écrire aux gens qui vont mourir des faux messages pour créer des fausses pistes et pour notamment créer le mythe du fameux Kira, etc. C'est important parce que le scénario joue beaucoup de cette règle du Death Note, donc beaucoup plus de cette règle en tout cas que dans les films japonais. Alors dans le principe, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais le problème c'est que dans le scénario c'est assez flagrant. Il y a de vraies incohérences. Par exemple, il y a un personnage qui est manipulé alors qu'en fait on n'écrit que son prénom dans le Death Note, alors que techniquement il faut le nom et le prénom. Le visage évidemment de la personne en tête, mais le nom et le prénom pour pouvoir le manipuler. Et du coup, alors que lui, on n'a que son prénom, quoi, ou son nom, mais on n'a pas les deux. Et pourtant, c'est un des moments déterminants de l'intrigue en plus, donc ça m'a vraiment posé problème, et c'est obvious, c'est vraiment frontal comme problème scénaristique. On y pense tout de suite, puisque c'est une des règles de base. Je comprends même pas que les scénaristes américains n'y aient pas pensé, c'est vraiment étonnant ce choix, ce trou-là. L'autre gros problème, c'est que grosso modo, le chassé mental entre elle et Kira, dans la version américaine, il n'a pas vraiment lieu. Ou plutôt, tout est trop évident. Ou pas surprenant. C'est un peu tout ça. Et pourtant, la véritable identité des films Death Note, j'insiste, c'est ce fameux du chat et du chat, entre guillemets, avec les surprises, les retournements de situation mentales qui sont liés à la logique. C'est vraiment l'enquête qui est retournée à chaque fois. Et là, franchement, c'est pas le cas du Death Note américain. C'est à part 1 ou 2 fois où effectivement elle a de gros éléments, mais c'est des éléments tellement énormes que ça leur reproche direct, tout de suite, de Light Turner, quoi. C'est-à-dire qu'il peut difficilement avoir un autre suspect que Light Turner. Il n'y a pas vraiment de fausse piste, quoi. Et le premier truc, ça le rapproche déjà très près de lui, et alors le deuxième élément, c'est bon, il sait que c'est lui, quoi. Et je vous parle pas du troisième, ou alors là, c'est bon, c'est terminé, il le poursuit plus que lui, il n'y a aucun doute. Donc, ça fait du coup un film assez linéaire, et ça explique beaucoup, je pense, pourquoi la colère des fans contre cette adaptation de Death Note. Et je trouve qu'elle est tout à fait compréhensible.
le chassé-croisé mental, c'était ça l'histoire de Death Note, c'était ça le centre. Le Death Note n'était qu'un outil qui amenait des éléments pour créer un élément surnaturel. Le tueur utilise cette arme et grosso modo l'enquêteur essaie de découvrir comment le tueur tue et découvre de plus en plus d'éléments en avançant, en poussant le tueur dans ses derniers regorgements. Et c'est ça qui est classe, et c'est ça qui était bien joué dans Death Note, avec encore, j'insiste, des éléments très logiques qui font avancer l'enquête et qui faisaient vraiment comprendre des choses aux spectateurs. C'est d'ailleurs pour ça notamment que la série animée avait des longs couloirs narratifs pour que la logique soit implacable et qu'on sente vraiment le côté inéluctable, imbattable de la logique, et de Light, et de Elle. Mais du coup, si je dis tout ça, qu'est-ce qu'il raconte ce Death Note américain? Qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, dès le pré-générique, tout est dit. Light est au bord d'un terrain de football américain, il y a un entraînement de football américain, il fait assez moche, machin. Et il est en train de rédiger des devoirs de maths parce qu'il est bon pour des gars, hein. Il fait des petits commerces de tricherie comme ça. Et il regarde Mia, qui est en train de saboter l'entraînement des cheerleaders parce qu'elle fait partie des cheerleaders, mais genre elle le sabote avec nonchalance, on n'a vraiment rien à branler, quoi. Et quand elle s'en va, elle voit qu'elle. Et je crois que c'est grosso modo sur ça que le titre du film arrive. Je sais plus si le Death Note tombe avant ou après. Donc dès le pré-générique, le film est très honnête. C'est l'histoire entre Light et Mia qui est le sujet du film. Et d'ailleurs, en fait, c'est le seul sujet qui est traité en entier, quoi. Sans spoiler, on comprend assez vite qu'il va y avoir une dissension entre Mia et Light sur l'utilisation du cahier et sur l'importance de Kira. On comprend vite que le film veut nous dire est-ce que leur amour survivra entre guillemets au cahier, quoi. Le problème, c'est que personnellement je trouve que le film va un peu vite. En gros, Mia commence à faire avec Light. Elle commence à être avec Light grosso modo par le cahier. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Elle n'est pas vraiment amoureuse de lui, elle est amoureuse de son pouvoir. Et comme le film en plus accélère ensuite et laisse beaucoup de place à elle, à son enquête, il y a un mauvais équilibre parce qu'on n'a pas le temps vraiment de s'attacher vraiment à l'histoire entre Light et Mia, et comme le film hésite et veut nous raconter l'histoire de elle en parallèle, alors que je trouve que franchement au final ça sert pas à grand chose. Encore une fois, elle résout deux gros trucs, ensuite il pousse Light dans ses retranchements et il n'y a aucun doute après il peut plus avoir aucun doute sur le fait que Light est Kira. Donc vraiment ça va très très vite. C'est mal équilibré. Du coup on n'a pas le temps de s'attacher à Light et Mia. Et du coup le côté film gore, c'est un film gore mais en même temps c'est un film assez lisse, quoi. C'est pas vraiment un film à suspense non plus, du coup. C'est-à-dire que quand je dis qu'il est gore mais lisse, ça apporte pas grand chose ce côté gore. Au départ il y a un côté choquant qui marche plutôt bien dans la première séquence de meurtre, et ensuite ça devient un peu un élément comme ça. Je sais pas, je trouve que ça marque pas vraiment une sorte de menace, quoi. C'est plutôt un film à suspense avec une identité de film de démon, vous voyez, genre. C'est-à-dire Ryuk veut clairement piéger Light par pur sadisme. On comprend vraiment pas les motivations de Ryuk, il veut juste que les gens meurent et il veut piéger Light. Et dans la manière dont il est mis en scène, dans la manière dont il parle, dans la manière dont il se déplace, il y a vraiment un côté comme ça tout le temps. Vraiment le vieux démon dégueulasse qui essaie de te piéger, quoi, qui te file un super pouvoir, mais qui en fait est vraiment là pour te détruire, pour te regarder t'auto-détruire, quoi. C'est vraiment un personnage avec une identité démoniaque, quoi. Alors l'idée est plutôt sympa, même si je la trouve vraiment moins complexe que chez les Shinigami des versions japonaises, dont les entre guillemets les motivations étaient beaucoup plus, je trouve, denses et compliquées. C'est vraiment dur, même quand les Shinigami font des gestes d'amour, en quelque sorte, dans les versions japonaises et dans l'anime, ça reste des créatures étranges, dont les motivations restent assez bizarres. Qu'est-ce qui les fait exister et pourquoi? C'est vraiment étrange. Mais en même temps, ça définit bien ce que je viens de dire, l'identité du film. Death Note américain est un film de peur avec une punition morale. En tout cas, c'est un film qui voulait être ça. Parce qu'en fait, il fait pas peur du tout, hein, faut être clair. Du coup, la question du film, c'est plutôt Light a enclenché l'engrenage avec le Death Note. Et la question, c'est est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que Mia va s'en sortir? Enfin voilà, quoi. Est-ce que leur amour va survivre à ça? Voilà. Et en ce sens, une fois qu'on a admis ça, c'est l'histoire de Light et Mia confrontés au Death Note et à la manipulation de Ryuk. C'est un film plutôt sympa,
avec de belles idées visuelles. Il y a notamment des contrastes de couleurs très forts, la nuit qui fonctionne vraiment bien. On a l'impression d'être de nouveau dans des films des années 80, d'une certaine manière, avec la nuit, puis une lumière qui passe par la fenêtre très rose ou très bleue, comme ça. D'ailleurs, pour renforcer cette référence aux années 80, on a carrément quasiment que des fumis, excusez-moi, des musiques des années 80. Je me souviens surtout de la musique, la bande originale de Top Gun, Take My Breath Away, qui est bien sûr sous-entendu, Take My Breath Away, dans un film où tu peux tuer quelqu'un avec un carnet, vous avez pigé l'idée, quoi. La référence est claire à l'ambiance de ces films de peur des 80s. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Christine de Carpenter ou à Carrie de Palma. Enfin voilà, des films comme ça. Alors de manière lointaine, parce que le film n'atteint pas ce niveau-là d'ambiance. Mais il est joli. Il arrive quand même à créer sa petite ambiance, même s'il n'arrive pas à ce niveau-là. Il y a un jeu de contraste, notamment entre le texte et l'image, que je trouve aussi assez sympa dans le film. Il y a des ralentis comme ça qui font aussi un peu années 80. Ça me faisait penser à ce fameux plan en ralenti avec la musique de Tears for Fears dans Donnie Darko, quand on traverse ce couloir de collège américain des années 80 comme ça. C'était assez génial. Donc voilà, il y a aussi des ralentis comme ça très baroques à des moments clés, avec des effets bien sentis parfois. Parce qu'en parallèle, le gore, parfois un peu gratuit, à un moment donné, des mecs par exemple qui se suicident en se jetant d'un immeuble. Dans l'idée, c'est plutôt intéressant. On les voit s'écraser par terre, mais en fait, ce qui aurait été vraiment intéressant, ça aurait été de voir la réaction des gens, puisque le but de ce meurtre était de faire peur aux gens. Et c'est pas de faire rire, mais pas de... Le mec qui s'éclate par terre, il s'éclate par terre. Ce qui était intéressant, c'était qu'on voit la réaction des gens, enfin, par rapport à ça, l'effroi dans le regard des gens. Bref, je fais ma parenthèse. Le casting est très bon. C'est clairement pas les mêmes personnages que dans le manga. Nate Wolff, qui joue donc le rôle de Light Turner, est vraiment bien dans ce rôle d'un faible qui découvre grosso modo sa force par le Death Note, mais qui en même temps combat pour garder sa morale. Je trouve qu'il est nickel de bout en bout, il joue bien. Il joue vraiment bien ce Light. Et il le joue avec conviction. Moi, en plus, on lit vraiment de l'amour dans son regard concernant Mia. Je trouve que l'acteur est vraiment bien. Je l'avais déjà trouvé très bon dans un film qui en français s'appelait La face cachée de Margot, où il court comme ça après Cara Delevingne pendant tout le film. C'était pas mal aussi. Pas mal comme film, assez beau aussi. J'ai fait une petite review dessus de 2 minutes, je crois. Si vous regardez, je suis plus certain, mais je crois que oui, j'en avais fait une. Je la mettrai en lien. C'est Lakeith Stanfield qui joue le rôle de elle. Donc c'est un acteur black, ce qui a posé problème à certaines personnes, mais je trouve ça complètement con, puisqu'en fait il est très proche du manga. Il joue ce L avec les pieds nus, qui mange beaucoup de sucre, qui dort pas, qui a une relation comme ça avec son majordome qui est assez forte. Heureusement le film se modère pas mal sur le sucre et ce genre de conneries. Il dort juste pas, il est tout le temps pieds nus, quoi. Et du coup je trouve que comme sa relation avec Watari aussi est le truc bien fait, donc son majordome, et ben je trouve que lui joue très bien. L'acteur Lakeith Stanfield, il fait vraiment bien son boulot. Le personnage est juste, il interprète vraiment avec justesse. Le problème c'est que le personnage est, quand on connaît le manga, on est un peu biaisé, on pense que le personnage va avoir beaucoup plus d'importance qu'il n'en a. Et en fait non. Au final dans le film il est plus physique que mental. Moi ça m'a plus marqué les séquences où il court après grosso modo Light que les déductions qu'il fait. Je pense que c'est aussi une des défauts de mise en scène, mais encore une fois ça part du principe. Le film n'a pas le bon équilibre. Elle est très secondaire, donc c'est difficile de juger de son rôle alors que le personnage est finalement assez secondaire. Dans la dernière partie du film, il fait que cavaler. Je trouve que c'est complètement absurde en partant du principe que le film te dit qu'il est hyper intelligent, pas un coup fin. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'il utilise cette intelligence jusqu'au bout, et à la fin il est complètement pris par les émotions compréhensibles, mais c'est pas vraiment ce qu'on attend de lui avec le début du film. Enfin bon. De toute façon, très très vite, je trouve le personnage très émotionnel et par définition, il devient peu intéressant face à Light qui lui garde son calme. Donc il y a un truc comme ça qui est assez étrange. Mais bon, ça vient aussi du fait que Light est un peu un héros. Comme je disais, c'est pas un sadique, un tueur comme dans la version japonaise. C'est un gars qui a des codes moraux, qui essaie de faire quelque chose de bien, mais qui va trop loin, et qui se fait corrompre tout simplement par un démon. Donc
c'est quand même pas la même identité. Du coup, ils ont pas osé aller jusqu'au truc de dire qu'elle était assez intelligente, parce que sinon ça aurait compliqué l'intrigue, et c'était pas ce qui les intéressait, visiblement. Encore une fois, le film n'est pas un film de chassé-croisé mental, c'est pas du tout ça. Donc, bon, ça peut s'expliquer, c'est assez cohérent par rapport à l'écriture du film. Margaret Qualley, qui joue donc le rôle de Mia, elle est très bien. Dans le rôle de cette jeune femme qui devient sans pitié, elle joue vraiment très bien. Je trouve qu'elle interprète bien le rôle, mais son personnage est un peu léger. Ses motivations, on comprend pas pourquoi elle a une motivation aussi forte à maintenir Kira. Ça donne vraiment l'impression d'une adolescente un peu folle et stupide qui se découvre une sorte de vocation et qui est complètement barrée. Vous voyez, genre le côté, elle s'est fait une sorte de lavage de cerveau elle-même pour être décidée jusqu'au bout, mais on comprend pas très bien dans le film, je trouve, d'où ça vient. Ça. Clairement, elle manque de profondeur et de background. Et du coup, j'insiste là-dessus, mais l'histoire d'amour avec Light, elle est un peu bizarre. Je pense par exemple que Light, à la fin, il l'aime sans aucun doute. Le film t'explique assez les choses, te laisse assez le temps avec Light pour que tu comprends qu'il est amoureux d'elle. Mais elle, c'est plus difficile à dire. Et je trouve que du coup, ça enlève beaucoup de force au film. Notamment parce que dans la dernière partie, le film est très, très grandiloquent. Dans la mise en scène, comme je disais, il y a un côté baroque, des ralentis, des trucs comme ça, la musique et tout ça, qui trahissait vraiment le désir de faire une histoire d'amour mythique. Vraiment énorme et grandiloquente. Mais pour ça, il faudrait qu'elle ait eu aussi du background, elle, Mia. Ce qui n'est pas le cas. La fin est un peu absurde du coup, parce que c'est pas réussi à ce point-là. Vous voyez, c'est comme c'est ce fameux truc du film qui s'envole de manière mythologique avec des ralentis, grosse musique, qui se veut épique, et en fait il a pas l'allumette a pas pris avant, donc il y a un côté complètement pétard mouillé, mais comme c'est plutôt bien mis en scène et plutôt léché, bah c'est juste sympa quoi. Je fais une petite parenthèse sur l'acteur qui joue le père de Light dans le film, qui s'appelle Shee Wiggum, qui est donc le père de Light, qui est flic, qui est chef de la police, machin, qui fait partie de la task force anti-Kira au bout d'un moment. Il joue très bien, il est excellent dans le rôle, mais c'est un mec qui me fait délirer parce qu'il joue toujours le même type de rôle. Depuis la série Boardwalk Empire où il s'est fait connaître, où il est excellent d'ailleurs, et puis je vous conseille de mater cette série Boardwalk Empire, avec Steve Buscemi notamment, c'est génial, c'est excellent, il faut voir cette série. Et je ferai très probablement une review dessus. Mais du coup, ça me fait délirer de revoir Shee Wiggum encore une fois dans le rôle d'un père flic, voilà, un peu qui arrive du mal à se maîtriser, machin, toujours avec sa gueule un peu en alcoolisé comme ça. C'est un acteur qui devrait se méfier parce que franchement, il joue toujours la même chose. Bon, il le fait très bien, mais il joue toujours la même chose. Genre la parenthèse, ça m'avait fait délirer, c'est tout. C'est le côté auto-casting, comme ça, faut toujours un peu s'en méfier, même si le mec est bien, quoi. Death Note de Netflix, c'est un film sympa à regarder. C'est pas un mauvais moment, je trouve que c'est même plutôt un bon moment. Il y a un vrai soin à l'image et au son, c'est un film, il n'y a aucun doute. C'est un film qui aurait pu être aussi noche, franchement. Le personnage du démon tentateur est assez sympathique, de bout en bout. Et c'est un des côtés classe, le côté Ryuk, vraiment il est dans l'ombre avec les yeux qui brillent, comme ça il apparaît toujours de manière assez dégueulasse. Il y a même des warnings à un moment donné dans le bouquin, il y a des gens qui ont écrit attention, méfie-toi de Ryuk, toi. Je trouve ça assez sympa. Mais comme du coup en parallèle, l'histoire principale c'est l'histoire d'amour entre Mia et Light et qu'à mon avis elle n'est pas concrétisée, ça enlève de la qualité au film. Mais j'insiste, c'est quand même touchant, un peu. C'est pas émouvant comme ça voulait l'être, mais c'est touchant. Alors du coup, pourquoi il y a eu autant de haine contre ce Death Note ? Parce que finalement, comme je viens de vous dire, c'est un film plutôt sympa. Et bien, tout simplement parce que c'est une mauvaise adaptation. Mais vraiment. Je l'ai dit déjà un peu avant. L'identité de la série Death Note, du manga, de l'animé et des lives japonais, et ils ont eu raison de le faire, c'est ce fameux chassé-croisé mental, où on se fait retourner, nous spectateurs, par un truc qu'on n'avait pas pensé, et qui pourtant était logique, et qu'on nous explique de A à Z pour nous faire piger que lui il est beaucoup plus intelligent que nous, et qu'on n'arrivera jamais à les rattraper. Et la série, elle y arrivait super bien, quasiment sur sa totalité. Or ici, il faut être clair, le film assume dès le début que ce ne sera pas du chassé-croisé mental et que ce ne sera pas son identité. Mais le problème, c'est que ce qu'il propose à la place, c'est pas mieux et c'est pas mené jusqu'au bout.
Donc cette fameuse histoire d'amour entre Light et Mia, elle n'est pas bouleversante, c'est pas un film d'un romantisme extraordinaire, ça le voulait, mais ça n'y est pas arrivé, notamment parce que pragmatiquement, Mia manque de background violemment, vraiment violemment. Quand tu changes la nature d'une adaptation, il faut vraiment exceller, quoi. Tu fais quelque chose de personnel, il faut y aller à donf. L'exemple que j'ai en tête et qui avait cartonné et pourtant qui respectait très très peu le matériau d'origine, c'est le Batman de Tim Burton. On peut ne pas aimer le film, mais on peut pas nier que le mec est allé au bout de sa démarche. Notamment dans le deuxième, où Batman est carrément secondaire, et c'est les freaks qui sont les personnages principaux. On peut ne pas aimer le film, encore une fois, mais il est allé au bout de sa démarche, et du coup, il y avait vraiment moyen de dire, j'ai vu un film qui en avait, je peux ne pas aimer parce que j'aimais le matériau original et que ça n'a rien à voir, mais c'est un bon film. Là, je trouve que c'est difficile à dire sur Death Note. C'est un film quand même assez moyen et qui va pas en plus au bout de sa propre démarche. Et c'est encore plus chaud quand le matériau original est au bout de sa démarche qu'il y est arrivé et qu'en plus tu te permets de virer sa sève, sa fameuse identité pour faire quelque chose de moins intéressant. Du coup, le film est vraiment décevant là. Il est décevant là où il est attendu, et ce qu'il propose à la place, c'est juste sympa. Ça, c'est pas suffisant. C'est vraiment tendre le bâton pour se faire battre et pour se faire lyncher. Et du coup, s'il y a une suite, parce que la fin est assez, suspense, j'espère qu'ils vont retrouver la nature de chassé-croisé mental de la série, parce que sous peine d'être vraiment complètement discrédité, défoncé définitivement, et de passer vraiment pour des rigolos qui n'ont rien compris à la série, quoi. Les Japonais aussi se sont plantés avec Hell Change World, donc le 3e film de la série. Mais en 2016, ils sont revenus en force. Et les 2 premières adaptations de la série, vraiment adaptation pure, étaient quand même honnêtes dans le scénario. Au moins, le chassé-croisé mental était vraisemblable, même s'il y avait d'autres défauts. Mais ils avaient au moins respecté l'élément numéro 1 qui fait que Death Note est Death Note. Je vais terminer, mais je pense là, vous savez ce qui aurait pu modérer le jugement, voire valider un petit peu cette adaptation. Donc, à mon avis, ça aurait été que l'histoire soit totalement originale avec un Death Note. C'est-à-dire que, c'est un Death Note, mais il n'y a pas de Light, il n'y a pas de L, il n'y a pas de Mia ou de Misa, puisque c'est Misa dans la version originale. On leur a redonné d'autres noms, c'est-à-dire par exemple Michel, X et Georgette, et je pense que ça se serait passé beaucoup mieux. On aurait juste dit c'est un Death Note dans une autre histoire, et ça aurait pu être même cousin, dire voilà, le mec il a eu la même idée qu'au Japon, il veut faire ça. Qu'est-ce qu'on en aurait eu à foutre, hein? Ça aurait été quand même déjà beaucoup plus respectueux du matériau original, et tu dis tu fais autre chose avec. On aurait même pu se passer de Ryuk et faire un Shinigami pervers et sadique, mais différent. Et ça aurait pas été un handicap, ça aurait même été plus original. Ça aurait même été encore mieux, entre guillemets, parce qu'au moins là on était sûr qu'on cherchait pas quelque chose qu'on avait déjà vu, c'était autre chose. Ça aurait justifié la rupture de style, de ton, vis-à-vis du manga, de l'animé, même des adaptations live, mais du manga et de l'animé. Mais si tu fais une adaptation de manga, et que tu dis c'est l'adaptation du manga, et que tu reprends tous les noms des personnages, Ryuk, L, Watari, et tout, mais que tu respectes pas la nature profonde du matériau, c'est-à-dire le chassé-croisé mental, le Death Note c'est bien, mais c'est le chassé-croisé mental provoqué par le Death Note qui fait la nature de Death Note. Et c'est en plus ce qui a fait la qualité, le succès de la série. Tu t'exposes à une agressivité qui est méritée, quoi. C'est dommage. Je vais m'arrêter là. Je dirais juste, pour résumer grosso modo, que si vous avez vu le manga ou la version animée, les 2 premiers films, Death Note et Death Note The Last Flame, je trouve que c'est pas mal, notamment parce que la fin est originale et différente. C'est pas inintéressant, c'est pas désagréable à regarder. Sinon, si vous connaissez pas la série, je vous conseille de passer votre chemin et de pas vous taper cela, parce que c'est vraiment des téléfilms. C'est... Et le Change World, évidemment, évitez-le, c'est comme la peste, même si vous connaissez, c'est juste pas possible. Même les easter eggs, le fan service qu'il y a dedans pour parler d'autres personnages ou introduire d'autres personnages est vraiment pas intéressant, je vous déconseille d'y aller, c'est naze. Par contre, je vous conseille vraiment le Death Note, que vous connaissiez, oui ou non, Death Note, c'est pas grave. Death Note, Light of the New World, c'est la meilleure adaptation et c'est un excellent film. Non, j'en rajoute. C'est une excellente adaptation et c'est un très bon film. Donc je vous conseille comme film, vraiment il est bien. Et le Death Note américain, c'est un film sympa. Partez du principe que c'est pas une adaptation du manga. Si vous connaissez pas le manga ou l'animé, c'est encore mieux.
vous passerez pas un mauvais moment. C'est pas un grand film, mais c'est un film sympa. Et si vous connaissez le manga original, effectivement, je pense pas que ça va être trop le coup. Vous perdiez votre temps sur le Death Note américain et matez plutôt le Death Note Light Up the New World de 2007 japonais, de 2016 le japonais. C'est vraiment bien et je pense que vous retrouverez beaucoup plus l'identité de Death Note et c'est une très très bonne adaptation originale qui tente des trucs et qui grosso modo y arrive dans la grande largeur. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu comme format d'émission, de reprendre un peu des adaptations live de manga, de voir un peu tout ce qui s'est fait. Bon, je le ferai pas souvent, hein. C'est pas moi qui vais me taper les adaptations live de One Piece ou de Naruto, désolé. Mais je trouvais que c'était intéressant comme formule. Je le ferai peut-être prochainement encore sur d'autres trucs, avec plusieurs versions d'une même adaptation. Je trouve ça intéressant. Puis ça permet de croiser des éléments, de réfléchir un peu là-dessus. Enfin voilà. Je vous saoule pas plus longtemps, je vous remercie tous pour votre écoute, c'était vraiment sympa. Et je vous dis à bientôt, n'oubliez pas bien sûr la page Facebook, le Twitter. Si vous voulez mettre ce que vous avez pensé, ça m'intéresse beaucoup, allez-y, mettez-les dans les commentaires. Je demande qu'à échanger et à apprendre avec vous. Et je vous dis à bientôt les amis, merci, ciao ciao.